Après avoir parlé du tummy time, du retournement, de la station assise et du quatre pattes, on remet en marche aujourd'hui nos neurones de la séquence du développement pour parler de l'apprentissage de la marche. Et pour nous orienter sur ce sujet-là, j'ai réinvité Mélissa Dupont-Gauthier, physiothérapeute en pédiatrie, bien connue sur Insta avec son compte Physio des petits, et grâce à qui nous avions beaucoup appris sur le torticolis dans l'épisode 40. Au cours de notre conversation, on va certainement préciser l'âge moyen d'acquisition de la marche, c'est quoi une marche qu'on peut considérer normale, qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi certains enfants se lancent plus tôt que plus tard dans cette aventure-là, quelles sont les conditions qui peuvent favoriser un développement optimal de la marche. Et certainement, on va parler de l'importance des étapes qui la précèdent dans le développement. Alors, attache tes lacets, sors prendre une marche. On débute cet épisode dans quelques instants. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Mélissa! Salut Josiane! Merci d'avoir bravé l'hiver du Québec pour être revenue jaser avec moi ce matin. Alors, comme premier pas dans le sujet, OK, assez pour les jeux de mots, je te propose de préciser pour nous, c'est quoi marcher? À partir de quand on dit que l'enfant marche? Est-ce que c'est à partir du moment qu'il se lève debout, tout seul, ou qu'il fait des pas, même s'il se tient, ou est-ce qu'il faut qu'il tienne quelques secondes avant de redescendre? Donc, c'est quoi marcher? Bon, pour la définition de marcher, en fait, ce qu'on va s'attendre, c'est que l'enfant fait quelques pas de façon autonome. Donc, il ne se tient pas avec les mains sur rien. Donc, vraiment au centre d'une pièce, qui est en mesure de faire quelques pas. OK. Évidemment, cette marche-là va se peaufiner avec le temps d'une marche plutôt immature vers une marche un peu plus mature. On en discutera peut-être tantôt. Ben oui. Mais pour la définition là, très, très simple, c'est que l'enfant est capable de faire quelques pas de par lui-même, autonome. Est-ce que ça implique qu'il s'est mis debout tout seul, ou si moi je le mets debout et je le lâche et je le dis « va, marche » et qu'il marche, est-ce que c'est comme il manque une partie à... Il manque une petite partie. En fait, si on suit la séquence typique, normale, idéale qu'on veut au niveau du développement moteur, on veut que l'enfant soit en mesure de se lever debout seul. OK. Par contre, on s'entend qu'il y a une variabilité là, au niveau de ce que les enfants sont capables de faire avant d'être capables de faire autre chose. Donc, il y a des enfants qui vont être capables de se lever debout au centre d'une pièce, de faire quelques pas. Puis, il y en a d'autres qui vont être capables de se lever debout en se tenant sur une surface et faire quelques pas, là, tout dépendamment de la séquence dans laquelle ils vont avoir acquis les choses. Là. Et ça arrive, il y a de la variation, comme on disait tantôt. Là. Entre quel âge et quel âge on s'attend que ça va se présenter naturellement pour l'enfant? On s'attend à ce que l'enfant soit en mesure de marcher de façon autonome entre 12 et 18 mois. Donc, c'est un très grand écart. Oui. Parce qu'il y a justement une très grande variabilité là, au niveau du développement moteur, surtout dans la première année de vie. Donc, il y a des enfants qui vont marcher même un peu avant 12 mois, un peu avant l'âge de 1 an. Mais ultimement, ce qu'on s'attend, c'est entre 12 et 18 mois. Alors, marcher plus tôt ou marcher plus tard, est-ce que c'est comme un reflet de la qualité du développement de l'enfant, ou c'est des variations personnelles? Ça varie énormément de façon personnelle, même dans des contextes qui sont très similaires au niveau de la stimulation, au niveau de l'environnement, au niveau des pratiques parentales aussi. Donc, ça ne reflète pas nécessairement comment l'enfant a été stimulé, là. C'est sûr que ça a un impact sur le développement, donc comment on va avoir placé l'enfant, comment l'enfant va s'être développé au rang des premiers mois de vie. Mais ultimement, l'enfant peut marcher à 14 mois et avoir un développement très, très typique. Puis que les parents aient été très aidants là, au niveau de ce développement. Donc, on rectifie tout de suite. L'enfant qui marche plus tôt, il n'est pas meilleur que les autres et ses parents ne sont pas meilleurs non plus pour avoir permis ça. En effet, c'est exactement ça. OK.
Et les étapes qui précèdent ça, donc ça arrive là, 12 et 18 mois, peut-être un petit peu avant. Qu'est-ce que l'enfant fait? Par quelle étape il passe pour en arriver à pouvoir faire ça, se mettre à la verticale? Oui. Pas beaucoup d'animaux qui font ça, se mettre à la verticale. Là. Exactement. Ouais, on est les humains, ouais. une espèce plutôt choyée de pouvoir marcher sur deux pattes, en fait. Ouais. Ça nous permet d'avoir les bras libres, puis d'avoir accès quand même à un environnement qui est différent là, que si on était à quatre pattes toute notre vie, là, évidemment. Ça s'explique, entre autres, par l'évolution naturelle de la race humaine. On est venu à se lever debout tranquillement pour des raisons quelconques. Ça a fait en sorte que notre squelette a changé énormément. Notre bassin a rapetissé, notre corps s'est adapté et c'est pourquoi quand on n'est pas prêt à marcher parce que notre cerveau est encore très immature, parce que notre crâne doit passer pour naître. Donc, si on avait... on est plusieurs femmes à le savoir, ça. Si on avait le crâne d'un adulte qui devait passer, ça fonctionnerait pas. Donc, c'est pourquoi on est la encore... population n'existerait plus. Exactement. Il y aurait quelque chose qui fonctionnerait pas. Donc, c'est pourquoi quand on n'est pas prêt à marcher d'abord et avant tout et qu'on a besoin de plusieurs mois, contrairement à certaines espèces qui vont marcher en dedans de quelques minutes, quelques heures, là, suivant la naissance. Donc, on a besoin de plusieurs mois là, pour que notre squelette se peaufine, que notre musculature suive aussi notre croissance et que notre cerveau devienne plus mature et nous permette de marcher, de se verticaliser d'abord et de marcher éventuellement. Donc, si on y va rapidement, plutôt en détail, là, des étapes, c'est quand même pas trop vite parce que c'est super intéressant. Prends le temps. Oui. C'est quand même la partie intégrale du podcast. Oui. Mais on commence tout d'abord là, avec toutes les étapes. Donc, la préparation à la marche commence dès les premiers jours de vie. Donc, quand l'enfant est couché sur le dos, éventuellement va être davantage sur le ventre, va apprécier la position. Et ça commence dès ces instants-là qui va préparer son corps, sa musculature pour éventuellement être capable de marcher plus tard. Donc, sur le ventre, éventuellement rouler, ramper, se placer en position assise, maintenir la position assise, se déplacer à quatre pattes, se lever debout, faire quelques pas et finalement aller vers la marche. Donc, ces étapes-là lui permettent de renforcer toute la musculature qui va lui permettre de se tenir debout éventuellement. Si on y va de façon un petit peu plus précise, de par les étapes, si on y va avec le quatre pattes, je crois que tu as un épisode oui, il y a eu un épisode là-dessus. Parfait. Fait que, on y va brièvement. En fait, pour le quatre pattes, ce que ça prépare à la marche, c'est que ça renforce beaucoup les ceintures. Donc, ceinture scapulaire qui inclut omoplate, épaules, tronc supérieur, ceinture pelvienne qui inclut bassin, bas du dos, hanche. Donc, ces ceintures-là doivent être fortes et doivent être stables pour être en mesure de se verticaliser. Donc, on doit être capable d'avoir une certaine force au niveau des hanches, au niveau du tronc aussi, qui va nous permettre de garder la position debout, stable et éventuellement d'aller vers la marche. Donc, ça va-tu stabiliser comme la tête aussi pour la perception de... comme il faut être vraiment vertical pour tenir debout. Certainement. Ça travaille ensemble. Donc, toute la colonne là, de la tête au bas du dos, ça travaille tous ensemble. Donc, c'est certain que ça va aider pour garder la tête en fait, quand on est en position verticale, de garder la tête neutre. OK, donc c'est important le quatre pattes, mais si l'enfant ne fait pas de quatre pattes, est-ce que ça va retarder sa marche? Bien, en fait, ça peut avoir une influence sur l'acquisition de la marche parce que le quatre pattes, comme je l'ai répété 3-4 fois, ça nous prépare, ça prépare notre musculature, notre stabilité pour la marche. Donc, un enfant qui marche pas à quatre pattes va probablement marcher un jour, mais va avoir des défis supplémentaires pour l'acquisition de la position debout et la marche plus tard. Puis, et la ceinture scapulaire et ceinture pelvienne, là, ce que je voulais aller vers, c'est que l'enfant a besoin de ces ceintures-là pour éventuellement marcher comme nous, on marche là, de façon un petit peu plus mature. Donc, de venir croiser les bras, croiser la jambe. Le mouvement du quatre pattes là, ressemble drôlement à ce qu'on va avoir à faire quand on va être debout, avec le balancement des bras et l'avancement de la jambe. Si on avance notre jambe droite, on va avancer notre bras gauche. Donc, c'est la même chose que l'enfant va faire quand il va marcher à quatre pattes. Il va avancer sa jambe droite, son bras gauche et vice-versa. Donc, cette dissociation-là au niveau des ceintures va être pertinente pour l'acquisition d'une marche qui est plus mature avec le temps. Fait que c'est comme la conquête des déplacements à l'horizontale qui va mener après au déplacement à la verticale, puis c'est très lié. Oui.
C'est la suite logique, c'est la séquence qu'on s'attend qui est la plus optimale pour que l'enfant se déplace debout. Fait que c'est un processus. Ce n'est pas, là, j'ai appris à m'asseoir, là, j'ai appris à faire à 4 pattes. OK, prochain apprentissage, j'apprends à marcher. Donc, tout ça est intégré d'une manière harmonieuse, une étape prépare à l'autre. Oui, c'est comme un continuum. Chaque étape prépare l'autre étape. Puis on met les fondations là, tranquillement. Le plat-ventre, c'est notre base, notre sous-sol de maison. Après ça, on ajoute des étapes peu à peu jusqu'à temps qu'on acquiert la marche. Puis suite à la marche, on continue vers d'autres acquisitions motrices qui sont plus... Oui, parce que la marche, c'est pas l'objectif ultime du développement. Des fois, on est comme, l'enfant marche, les jalons sont atteints et tout ça. C'est qu'il y a plein d'autres choses qui viennent après. Exactement. Puis, tu sais, la marche, c'est une étape motrice importante. Les parents, même nous, en tant que professionnels, on a hâte que les enfants marchent. C'est quand même une étape qu'on met haut dans notre liste, là, qu'on a hâte que l'enfant acquiert. Mais ultimement, on veut qu'il y ait tous les préalables pour que la marche soit la plus harmonieuse possible puis que ça permette l'acquisition d'autres choses plus tard. Oui, on en reparlera tantôt des conditions, justement, parce que encourager l'enfant à marcher, ça ne veut pas dire mettre tout en place pour qu'il marche le plus tôt possible. Oui, en effet. Et c'est un super bon résumé de l'importance puis des étapes qui précèdent la marche. Maintenant, quand la marche arrive, quand il y a quelques pas de manière autonome, après m'être levé seul, qui se font, comment ça évolue? Ça ressemble à quoi, dans le fond? Décris-nous le nouveau marcheur, puis celui qui prend des compétences. Ça ressemble à quoi, là, quand on regarde, là? Il y a des caractéristiques vraiment précises au nouveau marcheur, puis vous pourrez le remarquer, là, si vous avez des jeunes enfants dans votre entourage. D'abord et avant tout, si on commence au niveau des pieds, le petit pied de bébé, là, va se déposer au complet au sol. Donc, nous, plus tard, on a une attaque du talon, on déroule le pied, on pousse dans nos orteils. Pour eux, c'est le pied par terre, au complet, tout le pied d'un seul coup. Ensuite de ça, si on monte au niveau des jambes, il y a la rigidité là, au niveau des jambes. Donc, il y a pas les petits genoux sont droits, les jambes sont fixées. Donc, ça fait en sorte que pour passer la jambe devant, il doit y avoir un petit demi-cercle qui se fait vers l'extérieur. Donc, une circonduction qu'on dit. Donc, la hanche qui vient faire un petit rond pour vraiment faire passer la jambe. Puis c'est là qu'on remarque que le petit marcheur, le nouveau marcheur va un peu dandiner de droite à gauche là, parce que le tronc va suivre ce mouvement-là au niveau de la hanche. Donc, il y a ça qui est cool, particulier quand même. Là, ça me donne le goût d'aller voir une vidéo d'un nouveau marcheur. Ouais, c'est vraiment particulier. Puis ça évolue vite après. Là, fait que si on continue avec les caractéristiques, s'il vous plaît. Il y a aussi les petits bras qu'on appelle les bear's arms. Bears, comme l'ours, là? Oui, comme l'ours. Dans le fond, l'ours qui attaque une proie. Donc, l'ours se relève sur 2 jambes, a les bras dans les airs. Et ça, c'est caractéristique d'un nouveau marcheur. Vous verrez, si l'enfant a rien dans les mains, il va avoir les petits bras dans les airs, puis il va se fixer un peu comme ça dans l'espace. Ça lui permet de stabiliser son tronc. Ça lui permet aussi d'augmenter sa proprioception dans l'espace. Et ça fait en sorte que c'est particulier comme marche. Là. Donc, en plus de dandiner de droite à gauche, ben là, il y a les petits bras dans les airs. Souvent, le tronc en extension aussi, donc reculé vers l'arrière, qui sont... c'est particulier quand même, caractéristique. Et aussi, au niveau des pas, on va avoir des pas qui vont être très, très larges. Donc, l'enfant va essayer d'augmenter son équilibre debout. Donc, une base large et les petits pieds en canard, donc les petits pieds tournés vers l'extérieur en rotation externe qu'on appelle, qui va faire en sorte que ça va le stabiliser dans le plan avant-arrière et dans le plan latéral aussi, en ouvrant les pieds, puis de par la forme anatomique que les hanches ont là, à cet âge-là. Donc, c'est vraiment ça là, ce qu'on voit chez le petit bébé là, qui commence à marcher là, autour de 12-18 mois. Fait que peu importe qu'il commence à 12 ou à 18 mois, il commence par ces étapes-là. Oui. Puis ça dure à peu près combien de temps, cette façon particulière-là de se déplacer, cette façon immature là, de se déplacer? Exact, immature. Souvent, on va dire qu'après 3-4 mois déjà d'acquisition de la marche, on voit de gros changements là, au niveau des caractéristiques spatiales, au niveau de la marche. Donc, il va y avoir une diminution de la largeur des pas. Déjà, les petits pieds vont revenir un petit peu plus droits, moins en canard. Le dandinement au niveau du tronc va diminuer tranquillement. Pour ce qui est de l'attaque du talon, de la poussée,
pousser, on va le voir apparaître un petit peu plus tard quand même. Là, ça prend un petit peu plus de temps. Mais on va voir tranquillement que l'enfant va comprendre qu'il peut plier la jambe un petit peu puis faire un certain balancement là, de la jambe que nous, en tant qu'adultes qui marchent depuis plusieurs années, on a là, de façon naturelle dans notre marche. Donc, que la jambe vienne battre en arrière, fouetter en avant et atterrir au sol, ça commence tranquillement là, à partir de 3-4 mois suivant l'acquisition de la marche, mais ça se peaufine pendant plusieurs mois par la suite. Est-ce que l'enfant termine son perfectionnement de la marche avant de courir? Oui. En fait, il va travailler beaucoup, oui, avant de courir. Pour que l'enfant court, il doit avoir les 2 pieds dans les airs. Donc, on insinue qu'il doit avoir un certain saut, entre guillemets. Puis le saut, on l'attend plus vers 2 ans. Là. Fait que, tu sais, pour la course, là, on a le temps de peaufiner ça en masse. Puis l'enfant qui va acquérir plus d'expérience avec la marche va être en mesure de gérer différentes surfaces. Exemple, passer par-dessus un petit tapis, descendre un petit rebord de marche ou quelque chose comme ça. Va être capable aussi tranquillement de varier sa vitesse, sans nécessairement courir, mais essayer de varier, accélérer le pas, ralentir, arrêter et changer de direction, qui sont quand même des défis là, chez nos nouveaux marcheurs. Bien, s'ajuster aux différentes surfaces aussi. Là, s'il y a un matelas, par exemple, par terre, ça, c'est après. Il faut avoir plus d'expérience avec l'équilibre puis pour être capable de se réajuster. Exactement, c'est ça. Dans le fond, si l'enfant est exposé à différentes surfaces, des tapis, des blocs de mousse, dehors, l'herbe, le sable, on n'y pense pas avec l'hiver, mais certainement la neige. La neige. Mais là, froid là, pour les petits pieds. Là, mais... OK, c'est vrai qu'avec les bottes, on a un peu moins de... OK. Mais plus il va être exposé à différentes surfaces, plus il va augmenter son équilibre et être en mesure de gérer ces situations-là, pas juste en position statique debout, mais aussi en marchant. Je fais un petit pas en arrière pour parler de la variabilité. C'est quoi les facteurs, je suis curieuse, qui vont influencer cette variabilité-là, autant dans l'acquisition que dans le perfectionnement? Oui. En fait, il y a des facteurs au niveau personnel, au niveau physique de l'enfant. Entre autres, si on parle du tonus. Donc, il y a des enfants qui vont avoir un tonus un petit peu plus bas, qui va faire en sorte que ça peut ralentir ou poser des défis là, au niveau de l'acquisition de la séquence motrice attendue. Il y a aussi tout ce qui est tempérament, personnalité un petit peu de notre bébé. Là, il y a des bébés plus actifs, il y a des... On l'entend, là, des bébés plus moteurs, des bébés... Donc, plus observateurs. En effet. Donc, ça va jouer aussi sur l'âge de l'acquisition de la marche. Il y a des bébés qui vont être bien avec peu, là, au final. Puis, il y en a d'autres qui vont être curieux d'explorer leur environnement. Ça va jouer sur l'âge à laquelle ils vont marcher, finalement. Oui, parce que le mouvement, bouger pour grandir, finalement. Fait que si on bouge un peu plus, on peut activer plus rapidement la séquence du développement, tout en restant dans la normalité. Si on bouge un peu moins, ça peut être un petit peu plus lent. Oui, en effet. Puis, toutes les sphères du développement là, chez le jeune enfant se développent en même temps. Le langage, le développement moteur, les aptitudes sociales, le côté communication, cognitif, toutes ces sphères-là s'inter-influencent. Exactement, c'est ça le mot. Donc, jouent ensemble pour acquérir toutes ces étapes-là. Donc, oui, si l'enfant développe quelques mots, ce qu'on voudrait, c'est qu'il évolue quand même au niveau moteur. Donc ça, c'est peut-être quelque chose d'important à ce que les parents puissent se rappeler. En fait, c'est qu'on ne veut pas qu'un enfant développe seulement une sphère à la fois. Ça se fait tous ensemble, puis c'est supposé bien évoluer là, durant les premiers mois de la vie. Bien, j'aime ça que tu le rappelles parce que c'est comme quelque chose qu'on entend. C'est peut-être comme un mythe de dire... il ne peut pas tout développer en même temps, donc il prend plusieurs mois, puis il a focusé sur son langage, mais tout devrait quand même avancer. Oui, on ne veut pas nécessairement que l'enfant stagne au niveau du développement. On veut qu'il y ait une évolution. Il peut y avoir des ralentissements, des moments où est-ce qu'il va apprendre beaucoup plus de choses rapidement, mais ultimement, on veut que ça évolue, qu'il y ait toujours une certaine... évolution, l'acquisition de petites étapes peut-être là, à la fois, mais ultimement, on veut que ça soit une courbe et que ça aille vers la marche tranquillement. Tant qu'on voit de la progression, peu importe le rythme là, jusqu'à un certain point, ça veut dire que tout va bien. Oui. OK. Alors,
peux-tu nous en dire plus sur des conditions comme pour créer des opportunités, là, l'environnement ou la façon de stimuler à favoriser puis à peut-être éviter? Oui. En fait, pour installer l'environnement pour que l'enfant soit plus enclin à marcher, en fait, ce qu'on veut, c'est d'abord et avant tout surélever les jouets. Donc, placer les jouets en hauteur. Donc, c'est à ce moment-là qu'on sort la table d'éveil, le cube d'éveil, qu'on place les jouets sur le sofa, sur la table de salon. Ça peut être des boîtes de couches là, installées contre un mur. On met les jouets là-dessus pour que l'enfant veuille se verticaliser, veuille aller debout tranquillement. Quand ma fille était petite, nous, on a toujours eu une entreprise. Fait qu'on avait les boîtes de banquier. Oui. OK? Donc, on avait fait toute une rangée, comme un parcours de boîtes de banquier. Puis quand elle est devenue un petit peu plus grande, c'était les gros bacs pour ranger les jouets. On avait mis ses jouets dedans. Donc, une série de bacs. Et on faisait un parcours finalement pour lui permettre là, de se lever debout et d'avoir le goût de se déplacer. C'est vraiment ça qu'on recherche en fait. Faut rendre l'environnement stimulant, puis il faut amener l'enfant à vouloir être debout aussi. Donc, avec ce truc-là, c'est super bien. Puis, tranquillement, probablement que vous avez éloigné les bacs un petit peu pour que ta fille puisse faire des petits pas en se tenant un peu moins. Donc, c'est le genre de choses qu'on veut que les parents restent à l'affût puis soient portés à essayer, à tenter à la maison. C'est des petits trucs qui prennent pas grand-chose, puis on peut le faire avec des choses qu'on a à la maison, mais qui changent vraiment tout pour aider l'enfant, là. Donc, au niveau de l'environnement, ça serait pas mal ça. Donc, surélever les jouets, puis l'inciter à faire des petits pas là, de côté tranquillement là, avant de marcher. Oui, puis notre positionnement nous-mêmes, quand on accompagne notre enfant dans son jeu, on se met à l'autre bout et on dit « Ah, regarde, j'ai une marionnette dans les mains. » Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et les équipements qui aident le déplacement, là, les porteurs, les marchettes, c'est plus vraiment légal. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y en a des équipements? Est-ce qu'il y a un temps où est-ce que c'est correct de les utiliser? Oui. Donc, si on fait une petite parenthèse sur les marchettes, en fait, là, c'est comme un cadre autour de l'enfant, que l'enfant est placé dans un harnais, placé debout, avec des petites roulettes en dessous. Ça, c'est interdit par Santé Canada, donc depuis plusieurs années, parce qu'il y a eu des accidents quand même graves là, reliés à ça, des chutes dans les escaliers, etc., des décès même. Fait que ça, c'est sûr qu'on ne recommande pas ça, on veut pas ça. Pour ce qui est exerciceur, soucoupe ou table d'exercice, là, un peu, là, que l'enfant est encore une fois placé debout, puis qu'il y a des jouets tout autour de lui. Nous, en physio, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement recommander. Si les parents l'ont, puis tiennent à l'utiliser, ça va vraiment être sur de courtes périodes, pas trop souvent, pas trop longtemps. C'est vraiment ça le mot d'ordre. Puis, pas trop jeune non plus. Quand on achète l'équipement, souvent, ça va être inscrit à un âge très, très jeune qu'on peut déposer bébé à l'intérieur. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est que l'enfant acquiert ces aptitudes-là par lui-même. Donc, le fait de le placer debout avant qu'il soit capable lui-même de se lever debout, c'est pas nécessaire. Même que ça peut retarder son développement parce que ça le positionne dans une position qui est pas identique à comment lui va devoir se tenir debout. Donc, ça travaille la musculature de façon différente et c'est pas optimal. Souvent, ça va aussi placer l'enfant sur la pointe des pieds. Chose qu'on veut pas du tout non plus. Ça va surstimuler les mollets. Ça peut même mener à la marche sur la pointe des pieds. Donc, c'est quelque chose si on peut ne pas s'en servir, on s'en sert pas nécessairement. Puis je dirais psychologiquement aussi, parce que l'enfant apprend, c'est le fun d'être debout, hein, la perspective visuelle est différente et tout ça. Fait que l'enfant apprend que pour être debout, on signale qu'on veut aller dans l'équipement, on se fait placer dans l'équipement. Donc, la tendance naturelle à se trouver dans son corps comment organiser une levée, c'est moins motivant. Oui, en effet. Ça. C'est moins motivant, puis malheureusement, c'est facile pour les parents. Donc, si c'est accessible dans l'ère de vie commune, on va avoir tendance à vouloir déposer bébé dans l'équipement. Parce qu'il va aimer ça aussi. Il va aimer ça, il va avoir du plaisir, c'est sûr. Il va triper, il va avoir beaucoup de plaisir. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est s'organiser qu'on ait un environnement sécuritaire pour l'enfant, puis que ça soit encore plus facile de le déposer au sol que de le déposer dans un équipement comme ça. Il va se développer beaucoup plus, puis de façon beaucoup plus optimale au sol
que dans un équipement pour bébé. Et ça, les études le prouvent. Ah oui, ça retarde l'acquisition des étapes motrices au courant de la première année de vie de bébé. Donc, on essaye le plus possible de les éviter à la maison. Est-ce qu'on ne pourrait pas émettre un principe de si l'enfant peut s'installer lui-même dans un équipement, à ce moment-là, ça devient plus correct? Oui, bien, de façon générale, oui. Mais une fois que l'enfant se lève debout, la pertinence de le placer là-dedans, à part le limiter dans ses mouvements, chose qu'on ne veut pas nécessairement, est moins présente. Donc, bien, je faisais plus référence, disons, à une table d'éveil, par exemple. Est-ce que placer notre enfant qui est couché par terre, le prendre, aller le mettre debout à côté sur la table d'éveil ou le divan même, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'on est mieux de placer la table d'éveil là et d'attendre qu'il la découvre et qu'il se lève lui-même? Idéalement, on aime que l'enfant découvre par lui-même et se lève debout par lui-même. Il va toujours avoir des exceptions, certaines conditions qui vont faire en sorte qu'on va vouloir un peu... pas propulser le développement, là, mais qu'on va vouloir stimuler un petit peu davantage. Donc, ça va arriver qu'on va placer bébé debout avant qu'il soit capable lui-même de le faire. Mais de façon générale, c'est pas nécessaire. C'est pas utile de le faire. L'enfant va découvrir par lui-même la position debout et c'est ce qu'on souhaite, ultimement. Que l'enfant soit capable de le faire par lui-même avant qu'il se place. Oui. Fait que ça serait peut-être plus des recommandations professionnelles en cas de prise de retard. À ce moment-là, un professionnel pourrait dire, faites-lui découvrir la station debout ou bien, on va en parler peut-être, là, les souliers tout de suite après ou bien mettez-lui des souliers pour l'aider à être plus stable. Mais naturellement, on n'a pas besoin de ça non plus. Exactement. C'est comme des exceptions. OK, oui. Il y a clairement certaines conditions que ça va être utile de le faire, mettre des souliers un petit peu plus rigides, proposer la position debout, etc. Mais ça va vraiment être dans des cas plus précis. Puis dans des cas où, tu l'as bien mentionné, qu'un professionnel le recommande finalement. OK. Puis, marcher en tenant les mains, ça, c'est tellement le fun. Oui, hein? C'est une étape conjointe qu'on vit comme parents. Est-ce que c'est utile? En fait, c'est pas inutile, c'est pas nécessaire non plus. Si on veut faire marcher l'enfant en lui tenant les mains, la notion qu'on doit se rappeler, c'est qu'on ne doit pas avoir les bras dans les airs. Donc, l'enfant ne doit pas avoir les bras en haut de la tête, là. Ce qu'on voudrait, c'est que l'enfant ait les bras environ au niveau entre épaules et nombril, là. Donc, on se place devant l'enfant, on lui fait tenir nos mains et là, on peut lui faire quelques pas comme ça. Mais il y a d'autres façons encore mieux là, qu'on pourrait stimuler la marche chez notre bébé en le tenant par le bassin, par exemple, en se tenant derrière lui, mais en le tenant par le bassin, en le tenant par le petit vêtement ici, s'il n'y a pas besoin de beaucoup de support, ou encore de lui proposer là, de tenir un jouet peut-être dans les mains. Des fois, ça les stabilise puis ça les aide à se déplacer. Un cerceau, je ne sais pas si tu as vu passer ça, le petit cerceau autour de l'enfant. Donc, l'enfant peut prendre le cerceau puis le parent derrière tient un petit peu le cerceau. Ça donne un appui qui est différent. Oui, ça donne un appui différent. Mais la marche en tenant les mains peut être correcte, là. Il n'y a pas de problème, mais pas les bras dans les airs. Parce que les bras dans les airs, je pense qu'il peut avoir des risques par rapport aux épaules puis tout ça, là, tu me diras tout de suite après. Mais d'un point de vue sensoriel, moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'on assume toute la verticalité pour l'enfant. Oui. Tandis que quand il tient nos mains, il y a un appui en avant, mais il fait beaucoup de la portion de l'équilibre. Oui, puis de exactement. La station verticale, finalement, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. OK. Puis quand on a les bras en l'air, là, souvent, l'enfant va vraiment être projeté vers l'avant. Tu sais, son centre de base va être projeté. Ouais. Il va avoir, tu sais, les bras en flexion complète, là. Fait que le tronc va être penché vers l'avant. Il va souvent comme un peu courir avec... essayer de se rattraper, là, finalement. Fait que c'est pas l'idéal là, pour pratiquer vraiment la marche. Puis au niveau des risques, bien, c'est sûr que pour les bras de bébé, on veut jamais tirer sur un petit bras. Là. Il y a des risques au niveau de la luxation, au niveau du coude. Puis il y a quand même beaucoup de structures au niveau de l'épaule là, qu'on veut pas nécessairement aller étirer sur une longue période. Donc, on essaie d'éviter si on peut. Les couches. Oui. J'ai lu des trucs, j'ai reçu des questions aussi sur les couches.
Tu sais, ça écarte les jambes. Ouais. Est-ce que ça nuit? Est-ce que ça dérange? Il y a quand même peu d'études là-dessus. Il y en a quelques-unes. Ouais. Quand même peu d'études là-dessus. Ce que j'ai vu, ce que j'ai lu récemment, c'est que... puis j'ai testé moi-même. Il y a une petite fille, nouvelle, oui, c'est ça, chez dans toi, ces âges-là, que ça fonctionne. C'est vrai. Donc, j'ai testé et approuvé que l'étude a mentionné. C'est que ça disait que si on a une couche, que ce soit une couche lavable ou une couche jetable, là, donc peu importe, une couche souillée, donc il faut le mentionner quand même. Donc, une couche un peu gonflée, là, ça prend de la place. Ça prend plus de place. Puis, on peut se l'imaginer, ça augmente la largeur des pas de l'enfant et ça augmente aussi la rotation externe des hanches, donc les petits pieds tournés vers l'extérieur. Donc, les pas vont être plus larges, les petits pieds tournés vers l'extérieur et quand on enlève la couche, pouf, déjà, ça se corrige un petit peu. Donc, moi, visuellement, c'est sûr que ma petite, ça fait quelques mois qu'elle marche, donc elle a déjà une petite base moins large qu'un nouveau marcheur, mais ultimement, on voit la différence avec une couche versus sans couche pour cet aspect-là. Donc, c'était un peu ça là, qui ressort des études dernièrement pour la marche. Dans le fond, ça ne retarde pas l'acquisition de la marche. Ça peut avoir une influence sur le nombre de chutes, mais encore là, c'était pas statistiquement prouvé. Là. Donc, un petit peu, ça influence la façon de marcher quand il a la couche, mais pas nécessairement l'acquisition de la marche. Non. Puis, ultimement, on s'entend que on a tous porté des couches. C'est dans le sens où... Tu penses? C'est ça, les études de se dire, bon, si c'est ça. On porte jamais de couche, ça donne quoi? Ou si on en porte, puis on peut pas avoir des études sur ça. Donc, est-ce que ça a un impact sur comment on marche actuellement en tant qu'adulte? On peut pas nécessairement le savoir. Bon point. Donc, parlant d'études, Josiane, j'ai une petite question pour toi. Oui. Est-ce que tu pourrais estimer le nombre de chutes d'un nouveau marcheur par jour? Oh! OK, un nouveau marcheur qui a le goût de se lever souvent, 20? On est loin du compte. Oui, on dit environ 100 chutes par jour. C'est beaucoup, hein? Ça m'a surpris. 100? Oui, c'est énorme. L'enfant fait 2-3 pas, tombe, se relève, fait quelques pas, retombe. Donc, dans sa journée, là, il se lève une centaine de fois debout. C'est impressionnant, hein? Tout un principe pour les coachs de vie. Il faut tomber souvent, puis on finit toujours par réussir. En effet. Wow! Merci, c'est super intéressant. Quand ça se passe moins bien, quand est-ce que c'est le temps d'être inquiet? Ouais. Quand est-ce qu'on devrait consulter? Quel professionnel? Donc, moi, j'ai le mot d'ordre à dire aux parents, dès qu'on a une inquiétude par rapport au développement moteur de l'enfant, on ne devrait pas rester avec cette inquiétude-là. Donc, on commence avec ça. Si on a une inquiétude, on consulte. OK? Dans le réseau privé, on peut consulter sans requête médicale. Donc, on appelle une clinique dans notre région et on a un rendez-vous. On se fait rassurer, on se fait donner des conseils et tout ça. Donc, on ne devrait pas rester avec des inquiétudes. Par contre, si l'enfant autour de 14 mois, 15 mois, il n'y a pas de barème très précis, là, c'est vraiment très clinique, là, ce que je vais dire. Si autour de 14, 15 mois, l'enfant ne se lève pas debout, commence pas à faire des petits pas de côté, à ce moment-là, je consulterais. Même si on n'est pas encore... on est encore dans le range de c'est normal, mais on aurait dû voir des pas... en quelque sorte, là, des étapes se mettre en place. Exactement. Donc, tu sais, si on veut rester dans notre typique 12-18 mois, on veut qu'à 14-15 mois, l'enfant commence déjà à présenter des signes qui va bientôt marcher. Parce que la variabilité entre le fait qu'il commence, exemple, à se déplacer avec un trotteur versus le fait qu'ils vont lâcher et qu'ils vont marcher tout seul, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, là. Donc, on veut vraiment que le parent reste à l'affût de ces signes-là et consulte au besoin, soit par le réseau privé ou par une requête médicale, dans le fond, en consultant son médecin et que là, on puisse, qu'il puisse être vu dans le réseau public, là, tout dépendamment. Les régions, là, il y a différentes façons de fonctionner, là, mais de façon générale, 14-15 mois, c'est pas mal notre âge critique, disons. J'aurais le goût d'ajouter que on peut consulter avant aussi. Si on est déjà préoccupé d'un enfant qui n'a pas l'air confortable sur le ventre ou qui ne s'assoit pas. Fait que toutes les étapes précédentes sont autant importantes. Oui. Et consulter
trop tôt, c'est jamais un problème. En effet. Au pire, on se fait rassurer. Au mieux, on se fait rassurer. Exactement. On se fait rassurer, puis on se fait... C'est sûr que vous allez avoir des conseils, vous allez apprendre des choses avec un physiothérapeute. Donc, c'est vraiment pertinent de consulter, puis de pas attendre. Tu sais, souvent, on va se dire, tu sais, à 4 mois, il est un peu tôt, on va attendre. Mais si on est inquiet ou s'il y a quelque chose, on n'attend pas. On consulte le plus tôt, le mieux. OK. Alors, tu as parlé de si la marche ne semble pas s'en venir, s'il y a des signes que ça s'en vient, mais il y a des choses peut-être surprenantes qui se passent. Par exemple, et que ça persiste. Là, un enfant qui se lève debout, mais qui progresse pas vers des déplacements, même avec appui, et même qui redescend pas, qui est craintif, qui pleure, qui appelle à l'aide, mais que ça se maintient. C'est quand même un apprentissage, là, le fait de descendre, en fait, de passer de la position debout à la position assise. Donc, on se gêne pas quand l'enfant est debout. Moi, c'est une des premières choses souvent que je vais proposer aux parents quand l'enfant semble être pris là, puis là, c'est pas le fun pour lui, là, tu sais. Donc, on prend l'enfant au niveau du bassin et on amène les fesses au sol. On lui apprend à tomber sur les fesses. Okay. Donc, on le fait quelques fois, puis souvent, ça rentre dans l'ordre vraiment rapidement en lui montrant la séquence qu'on s'attend de lui et il va prendre aussi confiance, puis il va se rendre compte que il n'y a pas de danger, là, puis que ça lui permet aussi de changer de sa position de par lui-même. Fait que c'est intéressant. Ça va aussi stimuler le fait qu'il va pouvoir relever debout, là. Tu sais, on rejoue avec cette position-là et il ne restera pas pris à ce que ça soit désagréable en position debout. C'est un bon conseil parce que quand notre enfant pleure, notre première réaction peut être de le prendre, de dire « OK, tu as fini d'être debout, je te prends dans mes bras plutôt que de redescendre et te consoler après. » Mais on travaille les transitions. C'est la même chose pour les roulades. Là. Si l'enfant est plus bien sur le ventre, on va le faire rouler vers le dos. Donc, on veut vraiment là, qu'il acquiert ces capacités-là puis qu'il fasse les connexions entre comment je peux faire pour m'asseoir, dans le fond. Et si on consulte en physio et qu'il y a besoin d'aide, l'enfant, ça va être surtout des recommandations ou il risque de travailler en suivi régulier en physiothérapie? Ça va vraiment dépendre de la condition de l'enfant, de ses besoins, puis aussi de ce que les parents sont prêts à faire avec nous, en fait. Donc, de façon générale, on va évaluer tout le développement moteur de l'enfant. Donc, autant l'aspect neurologique, donc réflexe, tonus, on va évaluer ses postures, son mouvement, on va le regarder son développement par rapport aux autres enfants de son âge. On va y mettre des recommandations, on va proposer des exercices de façon très générale, souvent remis sous forme papier ou par courriel. On est de plus en plus électronique, mais on remet des informations et des exercices à faire à la maison parce que c'est les parents qui sont le plus souvent avec les enfants. Donc, et ensuite de ça, on prévoit un plan, que ce soit un suivi plus rapproché si l'enfant en a besoin ou plus éloigné, tout dépendamment ce qu'on s'attend là, de nos suivis. Fait que ça varie beaucoup. On va faire des choses en clinique, évidemment. On va traiter, on va travailler. S'il y a des exercices plus spécifiques qu'on veut faire, on va le faire. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à la maison par les parents. Oui. Par les parents, puis aussi, il ne faut pas oublier éducatrices, éducateurs en garderie, qui sont des précieux alliés là, pour les parents, puis pour nous aussi. Donc, souvent, on remet des copies pour les milieux en garderie. Vraiment. Vous allez être d'accord avec moi que Mélissa connaît bien son sujet et que c'était la bonne personne pour parler de l'apprentissage de la marche aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin. Oui, bien, on en a parlé un petit peu, mais j'aimerais ça revenir sur le sujet. En fait, il faut se rappeler qu'il y a une variabilité là, au niveau de l'apprentissage de la marche. Mais si jamais vous êtes inquiet en tant que parent, gênez-vous pas d'aller consulter. On est là pour vous rassurer. On est là pour vous aider aussi. Donc, que ce soit en physio, en ergo, en pédiatrie, là, gênez-vous pas. Vous pouvez retrouver la liste des professionnels du moins en physiothérapie sur le site web de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Ne vous gênez pas de nous consulter au besoin. Et en Europe, je pense que votre contrepartie, ce sont les kinés. Les kinés, oui. Les thérapeutes. Exactement, c'est ça. C'est ça. Bien, merci Mélissa. Puis pour les auditeurs là, qui veulent en savoir plus sur la séquence du développement, je vais mettre un paquet d'épisodes complémentaires dans les notes sous l'épisode. Bye! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode.
Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!